monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier 2025. Il est 8 h et nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30. Ce matin, Samira Hadjamar va nous emmener du côté de Saïda pour nous faire découvrir toutes les places qu'on peut visiter dans cette belle ville, d'ailleurs, qui porte le nom de l'Heureuse, et elle nous dira un peu plus par rapport à son appellation. Dr Fathi Benachnou sera parmi nous ce matin. Il va revenir sur cette vague de froid que le monde est en train de vivre, l'Algérie notamment, et quels sont les impacts donc, du froid sur le corps humain. Nous parlerons également ce matin d'artisanat. Nous aurons une artisane parmi nous qui, elle, se spécialise un petit peu dans les accessoires et le textile. Et nous terminerons l'émission en musique puisqu'un artiste interprète musicien sera parmi nous. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale et en compagnie donc pause musicale donc intitulée Khamsa wa Khmous Alik Ya Bladi. On se retrouve juste après. الشيخ أنت قرابي يوم سيدي عثمان عن غير حم الشهداء عن غير حضور بالزيان أنت ربي للغيب العجاب لين ورتيتك المدة زورة لك دايما ابن الجزائر تبان من واحد بالفصيلة بالجزائر قاعس ليلى هادي من شيمة الرجال أمازيغ شاوي وعرفان من واحد بالفصيلة بالجزائر قاعس ليلى هادي من شيمة الرجال أمازيغ شاوي وعرفان سنيموني يا الغالي مضوي يا بالقصور جوهرة الكرارة يا سنيمون. Et voilà, c'était donc une très très belle interprétation. Khamsa wa Khmous Alik Ya Bladi. À présent, donc ce sera dossier santé. Nous allons parler de l'impact du froid sur le corps humain. Et c'est Dr Fathi Benachnou qui nous parlera donc de ce sujet. Et ce sera juste après cela.
Docteur, bonjour. Bonjour, صباح Ça الخير. va? لاباس؟ Ça se passe bien? Ça va. Alhamdoulilah. Et j'aime bien cette chronique, santé et bien-être. Santé et bien. La santé est un état de bien-être physique, mental et social. Effectivement. Ça n'est pas une absence de maladie. Mhm. C'est plus que la maladie. Et moi, je m'attache, je ne sais pas si c'est bon, à ce qu'on préserve la santé. Il ne faut pas venir ici parler, voilà, les signes cliniques, c'est ceci, cela, il y a une transposition du chromosome X, Y. Non, on doit faire des efforts pour éviter cela. Effectivement, Et et c'est ce que rester en vous bonne faites, santé. et c'est ce que vous faites à chaque fois. Donc, quand vous reçoit sur votre plateau, c'est justement de donner un petit peu des astuces, comment prévenir les maladies, comment protéger, préserver sa santé, effectivement. C'est le cap. C'est le cap, effectivement. Et aujourd'hui, docteur, nous allons parler de cette vague de froid. Le monde entier, finalement, vit une vague de froid. Et personnellement, je le vis bien. Personnellement, que tu fais ça, Mac. Voilà. C'est vrai que c'est une vague de froid à travers le monde entier et ça a des impacts finalement sur le corps humain, n'est-ce pas? Bien sûr. En bien et en pas bien. En bien et pas bien, si je ne Voilà. prends pas mes précautions. Et il faut comprendre, il faut partir de choses. Les gens parlent de protection de l'environnement. Oui. Il faut comprendre ce que c'est que la nature, ce que c'est que la Terre est dans l'espace. Qu'est-ce que c'est? Il y a 4 saisons. 4 saisons. Et l'être humain, la créature humaine, est au courant de ce changement de situation et on connaît les spécifications, comme ils disent en anglais, les specifications de chaque saison, mawsam. Et on le sait que ça va se passer. Et on se dit, alhamdoulilah, que ces saisons soient respectées. La saison d'hiver, c'est elle qui nous assure l'été. Alors, il faut se souvenir du fait qu'on se réveille chaque matin en été. Il y a de l'eau, Oui. et maintenant, le manque d'eau, il est généralisé, il est mondial. Donc, il existe ce qu'on appelle les nappes phréatiques. C'est lorsque la pluie tombe que ces nappes phréatiques remplissent et les barrages et ainsi de suite. Deuxièmement, l'hiver, c'est une baisse de la température. Il faut apprendre ça dans les écoles primaires. Vous savez que le soleil est au centre et la Terre tourne autour. Elle ne tourne pas en un cercle, c'est une ellipse, Une ellipse, c'est comme un œuf. Il y a un côté allongé et ce n'est pas sphérique. En hiver, la Terre se rapproche du Soleil, c'est des éléments astronomiques normaux. C'est pour ça que quand on s'éloigne du Soleil, ce qui est l'état en hiver, quand on s'éloigne, la chaleur protectrice du Soleil, elle s'éloigne. Elle diminue. Elle diminue. Elle baisse. C'est pour ça qu'il y a une chute de température et qui est régulière depuis des siècles, pourvu que ça dure. Qu'il n'y a pas une bombe qui pète quelque part et qui va changer l'axe. Donc vous voyez, il faut comprendre ça. Deuxièmement, l'être humain, quel qu'il soit sur la Terre, la nature, Allah, le Créateur, a fixé une température. Il a dit que ma créature humaine, il faudrait qu'elle soit à 37 degrés. Et il nous a dotés, chez chaque être humain, des mécanismes régulateurs de la... Ça, c'est... Deuxièmement, le fait que on respire, il y a aussi d'autres créatures qui sont créées. Il y a une élévation, par exemple les virus. On s'est excité, le Covid, mais le Covid existe depuis la nuit des temps. Les virus sont présents toute l'année, mais augmentent leur circulation à cause de la transmission, et c'est des transmissions aériennes. Vous voyez tout ce cycle que l'on décrit, c'est important. Mais le corps va subir ces transformations l'hiver. Surtout, l'être humain n'est pas fait pour vivre le froid et la chaleur. Pourquoi on tombe malade? Je vais venir. Et on a une circulation sanguine.
quand on respire de l'air que l'on respire qui est sur ce plateau, il a une température, il a une hygrométrie, c'est-à-dire un taux d'humidité. Et si l'air est froid, on a la sphère ORL, c'est-à-dire le nez et le carrefour Naya. Et là, il est chauffé à 37 degrés. Il a une température. Quand vous respirez de l'air frais, il y a une agression. Surtout, ce qui est dangereux, c'est les changements brutaux de température. J'avais un malade qui était asthmatique, très discipliné et suivait son traitement. Il a été invité à une soirée chez son frère qui a eu un enfant et notre tradition c'est de... Ils ont veillé jusqu'à minuit ou 1h du matin. Regardez, ils étaient dans une atmosphère réchauffée. L'air, c'est dangereux. Et il est sorti au moment de partir pour rentrer chez lui. La température qui était dans la chambre où ils étaient réunis et le fait de traverser, c'était en face du trottoir, il y a l'air dehors, il est beaucoup plus froid, différent. Ce changement de température... C'est un peu un choc thermique, docteur. C'est un choc thermique, c'est une agression thermique à déclencher une crise d'asthme. Le fait qu'il y ait une changement, l'air que je respire, nous on ne fait pas attention, l'air que je respire. Et je veux rattraper d'excellentes diapos. Regardez le corps humain, la chaleur, on peut la contrôler, on peut la mesurer à différents endroits. Et le classique des classiques pendant l'hiver, problème de pathologie, c'est les classiques engelures. C'est ce qu'on appelle le djlid. En arabe, le djlid, on dit djlid avec la même chose que le verglas. Ah oui. Le djlid. Et il y a aussi l'élément où on est fragile, c'est ce qu'on appelle les extrémités. C'est la pointe des pieds, les doigts des pieds et les doigts de la main, les extrémités. Très souvent, on est amené à faire une amputation de la main. Particulièrement pour les personnes diabétiques, docteur? Non, pire que ça, les gens qui font de l'alpinisme et qui montent très haut dans les monts, je crois à 43 km, je ne sais pas de combien, la hauteur, il y a le sang qui arrive les mains, si on sent que c'est dur, c'est froid, c'est tendre, c'est à cause de la circulation sanguine et des terminaisons nerveuses. Là, les engelures, c'est un problème de circulation sanguine et il y a surtout chez les femmes, là c'est la position extrême, c'est les doigts qui sont complètement gelés. Dans ces cas-là, il y a une seule solution, c'est l'amputation. Ils sont morts. C'est comme une branche gelée où là, on la casse. Et il ne faut pas rêver. Heureusement, chez nous, l'Algérie, il y a un climat tempéré, quels que soient les... Et c'est à ce moment-là que, et surtout les femmes qui ont des engelures. Moi, je veux tout de suite dire la conduite à tenir lorsqu'il y a des engelures. Il ne faut pas, on voit souvent les gens, ah j'ai froid. D'abord pour les prévenir, c'est juste se réchauffer, porter des gants. Les gants, tout ça, avoir une activité, l'activité permet la circulation sanguine. Mais si on a les engelures, et très souvent les gens, même s'ils n'ont pas d'engelure, des fois, dès qu'ils rentrent, ils vont vers le chauffage. J'ai les mains. Ça, c'est extrêmement dangereux et déconseillé. Il faut beaucoup plus les réchauffer progressivement, de l'eau tiède, mettre ses mains dans l'eau tiède, mettre une crème, mais avoir enlevé ses gants et aller les poser sur une source de chaleur, ça c'est extrêmement dangereux et difficile et ça ne fait qu'aggraver. On a ce qu'on appelle la maladie de Raynaud, des doigts boudinés, rouges, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter, c'est par notre comportement, surtout chez les femmes, ne pas laisser les mains glacées, essayer de les essuyer et pas d'eau chaude, de l'eau tiède, mettre ses mains. On peut mettre une crème, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on risque d'avoir des problèmes. C'est inoffensif, la maladie de Raynaud, l'engelure c'est inoffensif, mais il faut faire
attention, éviter les... Regardez, par exemple, c'est ça qui fait qu'au niveau des pieds, c'est ce qu'on appelle les extrémités. Les mains et les pieds, c'est les extrémités et qui peuvent devenir rouges parce que le sang stagne. C'est un problème vasculaire. C'est important. Et les extrémités, toujours, sont très fragiles, très sensibles, et surtout les pieds et les mains. Éviter de sortir, si ce n'est pas nécessaire, dans des moments. Regardez, là, il y a la neige, c'est bien la neige, mais on a tous vécu, les enfants, nous, quand on prend la neige, nos mains, on ne ressent plus rien. Anesthésié, carrément. Anesthésié. Oui. Mais le danger, c'est le fait, les mains anesthésiées, dès que je rentre dans une chambre ou un truc, je vais vers une source de chaleur. Ça, c'est mauvais, ça va aggraver. Et qu'en est-il des personnes diabétiques, docteur, par rapport à cette situation? Les diabétiques ne sont pas impactés. C'est des gens comme tout le monde. Ce que je dis là, les recommandations, comment se comporter, tout ça, ça c'est important. Il y a une chose qu'il faut savoir, quand on a des frissons, on est assis tranquille, c'est des frissons. C'est ce qu'on appelle l'image en miroir inversée, c'est ce qu'on fait en été. De temps en temps, on a des bouffées de chaleur avec de la sueur. Ça, c'est comment dirais-je, une réaction du corps en hiver pour se réchauffer. C'est une dose d'énergie qu'il dégage pour réchauffer le corps. Mais attention, si ça se répète. Il ne faut pas trop chauffer. Ça, c'est aussi dangereux, surtout quand on fait une infection. Par exemple, c'est la saison des rougeoles, la rougeole. On a tendance en Algérie, on appelle ça bouhamron. Oui. Pourquoi bouhamron? Parce qu'on a tendance, tiens, ça, je m'adresse aux sociologues algériens, on met un bout de coton sur le front, en Inde, pour dire qu'elle est mariée. Mais regardez, c'est le même terme en Algérie, bouhamron, c'est-à-dire le rouge, la couleur. Ah oui, le bout de coton rouge qu'on met sur le front, c'était pas pour le hockey? On le met pour aussi le hockey, pour la rougeole. D'accord. Ah, pour la rougeole, je ne savais pas. Pour la rougeole, mais il faut voir l'équivalence entre ce qui se passe en Inde pour montrer qu'une femme est mariée et chez nous, c'est bouhamron. La rougeole, c'est bouhamron et c'est une élévation de chaleur très, très élevée parce que nous, on couvre tout ça et ça va détruire le cerveau, il y aura des dégâts avec des convulsions, ça. Donc quand il y a trop de chaleur, regardez, l'être humain, c'est ni trop de chaleur, ni trop de froid, de glacé. L'important, c'est de respecter 37 degrés qui est la nature humaine. Effectivement. Alors docteur, on va continuer à parler donc du froid et de son impact sur le corps humain, mais avant cela, nous avons notre ami Fella Bennour qui prend la route justement en ce moment même vers Béchar pour les préparatifs des festivités de Yennayer, effectivement. Et d'ailleurs, c'est toute une caravane qu'ils vont faire et ils vont même faire le voyage par train parce que le train a été inauguré dernièrement. 900 km. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, donc le train a été inauguré dernièrement et voilà. Donc elle est là au niveau de la gare de train justement. Fella, bonjour. Bonjour Fella. C'est bien couverte. Elle est bien couverte, oui. Après la leçon du froid. Bon, on va la reprendre dans un petit moment. En tout cas. Entre nous, c'est une jolie gare. Hein? Oui. Très jolie, effectivement. Donc, elle nous parlera dans un petit moment sur les préparatifs donc, de ce voyage. Donc, on parlait justement de froid, on parlait du froid justement et de son impact sur le corps humain. Alors, justement, là s'apprête à aller à Béchar. Et il fait froid, des nuits très froides. Sauf que justement, ma question par rapport à ça, docteur, c'est par rapport au climat. Donc, Béchar, ça reste quand même un climat sec. Alger, c'est un climat humide. Est-ce que il y a une différence justement par rapport à l'impact de froid quand c'est un climat sec ou c'est un climat humide? C'est pour ça que je parlais d'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité. Oui. L'air que l'on respire, il doit être ni trop humide, ni trop sec. Très souvent très sec parce que maintenant en hiver, les chauffages marchent à fond. Et ce qui fait que cette chaleur va assécher l'air ambiant, ça va entraîner, on va respirer de l'air sec qui va entraîner des problèmes au niveau de la sphère
ORL. Et quand c'est trop sec, on dit qu'il faut mettre une casserole, ne Oui. pas oublier une casserole pour qu'il y ait de Humidifier. l'évaporation et que ça va humidifier. Donc vous voyez, moi ce qu'il faut comprendre, premièrement, pourquoi on fait une casserole d'eau, on parle d'humidité, on parle de température, on parle d'air sec. L'air sec aussi est dangereux et là c'est double, c'est un air sec et deuxièmement, il est très froid. Il est très froid, donc il y a un air que l'on respire très froid et c'est une agression des voies aériennes. D'ailleurs, on le sent hein, quand on part, par exemple, une personne qui a passé beaucoup de temps, qui a vécu dans un climat humide, qui part du jour au lendemain dans un climat sec, on voit déjà au niveau du nez qu'il y a les lèvres qui sécheresse, se font voilà. des trucs Exactement. comme ça. Et Voilà. surtout, c'est aggravé lorsqu'on est un tabagique. Oui. Donc vous voyez, quand on dit il faut pas... c'est toute la vie, c'est l'air que l'on respire. On ne le voit pas, mais il faut se mettre ça dans la tête. Il a une certaine température et un certain degré d'humidité qui interagissent avec les voies aériennes Effectivement. supérieures. Eh bien, Fella est normalement prête. Fella, est-ce que tu nous entends? Bonjour Fella. Là qui se prépare déjà avec toute l'équipe technique donc, de l'URTV pour aller destination Béchar pour les festivités Bonjour, justement Noël. de Inayer. Donc, Fella, bonjour. on y est, voilà, on est au début des festivités de cette année Amazir Yenaïr. Yenaïr cette année qui a pris le slogan Yenaïr brille pour une Algérie nouvelle et victorieuse. Cette année, c'est très particulier, Nour, il faut le dire, parce que là, comme tu l'as sûrement remarqué, on est dans une gare ferroviaire, la gare ferroviaire de l'aéroport Jouali Boumediene, car cette année, il va y avoir une grande nouveauté. Une caravane qui va démarrer à partir d'ici jusqu'à Béchar. Donc comme vous le voyez, le train est bien décoré pour l'occasion. Donc cette ligne qui est première dans l'histoire de l'Algérie, elle va relier le nord avec le sud et donc elle va être un symbole de richesse et vraiment de prospérité, comme le veut Yenaïr de toute façon. L'année 2700, non, c'est quelle année ça 2976, voilà, j'y arrive. Donc il va y avoir cette caravane qui va marquer les débuts des festivités. Et beaucoup d'activités à l'intérieur prévues, des ateliers avec des artistes, Hakawati aussi. Il va y avoir également un atelier d'apprentissage de la langue amazigh. Beaucoup de choses sont prévues à bord de ce train qui va prendre le départ à partir de 9h, l'arrivée à Oran vers 13h, pour continuer jusqu'à Béchar, où la localité pas loin de Bni Abbas, à 200 km, pour continuer par route jusqu'à la wilaya de Bni Abbas. La wilaya de Bni Abbas qui a été créée il y a tout juste 3-4 ans, en 2019 pour être exact. Donc le président de la République a voulu que les festivités soient lancées de cette wilaya pour lui donner de la visibilité et pour montrer aussi l'évolution et le développement qui se fait dans toutes nos régions, Nour. Donc on va prendre le départ dans un moment. On va essayer de faire d'autres directs pour vous tenir informés de ce qui se passe et de toute l'ambiance surtout qui est magnifique ici. Beaucoup de groupes artistiques. Bien sûr, il y a des délégations officielles, à leur tête Al-Hajmi Assad, le président du ACA. Et on va donc vous dire à tout à l'heure, peut-être à Oran, peut-être à notre direct qui sera pour les informations. Et puis voilà, on va se dire à tout à l'heure.
Merci beaucoup, Filla. Donc, on a vu un très belle effervescence, hein, docteur, du côté donc, de la gare de l'aéroport. Très belle gare. Voilà. C'est ce qui Très frappe, belle on dirait gare. une station Oui. de métro. Très belle gare, d'ailleurs, qui retrace un peu l'histoire d'Algérie, hein, parce que quand on rentre, il y a de très belles fresques, de très belles mosaïques. Les chapeaux justement. pour la gare. Hein, Voilà, c'est- effectivement. Donc, très belle gare. Alors, on vous dit, Filla, à toi, à toute l'équipe technique, à tous ceux qui participent à cette caravane. Donc, déjà, bonne route. Et puis, profitez bien. J'imagine que l'ambiance va être magnifique au niveau du train qui a été d'ailleurs personnalisé rien que pour cet événement. Donc, Filla, on la retrouvera dans nos prochaines éditions, que ce soit dans le journal télévisé, d'autres émissions, mais Bonjour d'Algérie aussi, pour nous transmettre un petit peu l'ambiance des festivités de Yenaïr de cette année. Voilà, donc on a vu qu'elle était bien couverte, hein, Oui. et toute l'équipe technique avec elle Et aussi. même les voyageurs derrière. Même ils les étaient- voyageurs. Ils étaient bien. Je crois qu'il y en a ici, dans l'Algérois, on le nomme l'âme. L'âme, c'est l'année. D'accord. Et aussi, toujours au centre, on l'appelle l'adjouza. L'Adjouza, voilà, moi je connaissais l'Adjouza. Ou l'âme, ta'al khair ou kulli shay. On est tous passés, quand on est gosse, on déversait Oui. sur les enfants. Le plus jeune de la famille, Le généralement. plus jeune, Oui. c'est-à-dire le truc, on déversait plein de choses. Et Voilà. et En signe d'abondance, justement. Et cette nuit-là, les enfants sont prêts pour une diarrhée carabinée. Ils font que manger des bonbons. Les friandises, les bonbons, les fruits de tout Voilà. genre, effectivement. Les fruits, surtout les fruits secs. Oui. Le zbib, les raisins secs, le kermou sec, tous ces éléments-là, le djouz, le louz. Je crois que c'est ça l'Algérie. Et depuis des années, des décennies, c'était Depuis des ça. siècles aussi. Hein. Malgré la colonisation qui voulait effacer ça, Effectivement. on le faisait au nez à la barbe des colonisateurs. Effectivement. Donc, acte de résistance. C'était une stratégie, effectivement, d'effacer l'identité, une partie de l'identité, parce que reste que les festivités de Yenaïr font partie donc, de toute une stratégie agricole, hein, vrai, finalement, ça, c'est de important. nos ancêtres. Est-ce que, là, on va dire aux téléspectateurs, est-ce qu'ils connaissent ce que c'est que le kefta? Le kefta, bah, ça peut avoir plusieurs sens. Oui, le kefta. plusieurs Ça peut être sens. viande Non, hachée, mais- ça peut être De la viande hachée, ça peut être une ça peut être pâtisserie. un gâteau. Un gâteau, une Voilà. pâtisserie. Mais le kefta, تاع يناير تاع الآخر, c'est C'est avec des dates, voilà. Effectivement, il y a un avec manette qui et me du fait rappeler. raisin. Et du raisin, Ah oui. c'est une bouillie de raisin qu'on met en boudin. On a Oui. nos boudins halal. Et puis, il est excellent. Hein. C'est excellent, coupé en Ouais. morceaux. Il est excellent. Avec une amande au milieu. Au moment de la préparation, on insère. Une vous voyez, amande ou Djouza. Djouza, voilà. Djouza, Voilà. Djouza. Et vous voyez qu'on devrait faire la promotion de ces produits-là et surtout de les défendre. Je ne sais pas s'il existe uniquement en Algérie, mais et c'était spécifique l'Am, Yanaïr. En tout cas, il y a des artisans qui le font toujours, qui le proposent d'ailleurs pour. Je pour le l'occasion. mange toujours. Abelidaf, le marché arabe. Tout au long de l'année. Non, pas. Juste Yenaïr. Il y a surtout. Mais si vous voulez tout au long de l'année, je crois que c'est à Médéa, le lieu où on le prépare. J'espère qu'il soit fait pour toute l'année. Mais surtout, il ne faut pas oublier juste de bien s'habiller. Ah oui, ça c'est bien s'habiller, bien manger. Je fais Bien, exprès voilà. de parler ça, manger, et c'est le moment où on fait du berkoukes. Berkoukes, on dit berkoukes hami yurgus. Oui, Ça veut dire exactement. berkoukes chaud et qui te fait, tu fais des. Donc vous voyez que l'hiver, les sociétés, les peuplades se sont adaptés en fonction de la température qu'il fait dehors pour justement réchauffer le corps. Et c'est très important, par exemple, quand une femme accouche, on leur prépare ce qu'on appelle Oui. très très harra. Mais ça c'est intelligent et c'est médical dans le sens où ça va élargir les vaisseaux sanguins, et le plus important quand une femme accouche, c'est d'évacuer tout le sang. Et on prépare des repas
en fonction, de ces éléments-là, Voilà. comme le berkoukus, comme. Donc c'est une adaptation de l'homme avec la nature. Donc, c'est L'homme une avec invitation, un grand docteur, H, hein. c'est une invitation, docteur, à revenir aux pratiques de nos ancêtres. Hein. Ils avaient tout compris, finalement, une très belle harmonie avec la nature, avec. Il ne faut pas manger le climat. un yaourt en plein hiver. Ça, Oui. on peut s'en passer. Ça, Oui. premièrement, parce que c'est froid, et deuxièmement, parce qu'il faut éviter qu'il soit sucré. Mais beaucoup plus. On avait les tisanes, des tisanes. Ce n'est pas des tisanes avec des noms bizarres qui viennent d'un peu partout, mais chez nous, c'est le tisane za'atar. Za'atar, nous, on était gosses, on buvait ça, on avait très très chaud. Ça, c'est important. Et ça permet de libérer les voies respiratoires, de chauffer le sang qui pourra circuler et ne pas stagner et faire ce qu'on appelle les engelures. Ça, c'est important. Mais sinon, docteur, plusieurs personnes aussi ont tendance le soir à dormir avec les vitres ouvertes. Que pensez-vous? Oui, je vais dire une chose. Je le fais. Oui, mais. Je le fais. Pas ouverte. Par exemple, là, c'est un truc. Entrouverte. Entrouverte. Pourquoi? Parce qu'en hiver, justement, il ne faut pas s'enfermer dans une chambre. Les fenêtres closes, tout est clos. Non, il faut ce qu'on appelle le renouvellement d'air. Parce que le fonctionnement du corps, on aspire de l'oxygène, de l'air ambiant, et on rejette du CO2. Nous-mêmes, la respiration, c'est rejeter le CO2. Donc, si vous êtes dans une chambre et tout est fermé, le renouvellement, l'apport en oxygène, l'air pur, et il diminue parce que vous allez absorber et il n'y a pas de renouvellement. Et la chambre va être remplie de CO2, c'est de gaz carbonique, comme on appelle en derge ta'no, langage, le mer'oub. Le mer'oub, c'est ça qui est. Donc, il faut laisser une fenêtre ouverte, évidemment ne pas y faire face. Non, il faut avoir l'angle de l'ouverture, une fenêtre entre-ouverte ou bien une porte entre-ouverte pour qu'il y ait renouvellement d'air. Et quand il y a renouvellement d'air, les virus sont chassés. Si quelqu'un dans la chambre est porteur d'un virus, si la chambre est fermée, ce virus va être recyclé et retomber malade. Et le fait, ce n'est pas d'avoir froid ou de ne pas avoir froid, c'est de dépasser certaines limites de température. Ne pas s'exposer torse nu, à jouer au grand, à l'air, attention, mais une chose qui est importante, surtout si on fume, surtout si on vit en ville, la ville n'a pas un air, et je crois que renouvellement d'air, aérer, ça c'est important. Très bien, merci beaucoup docteur encore une fois pour tous ces conseils. Donc on l'aura compris, le froid, il suffit juste de bien se protéger parce que nous en avons besoin aussi. C'est le cycle de la nature et l'homme à travers donc les âges. Très bonne conclusion. Voilà, à su s'adapter. En tout cas, merci beaucoup docteur. On se retrouve très bientôt. Inch'Allah pour une autre séance préventive. Voilà, merci beaucoup docteur et on continue cette fois-ci. Nous allons à la rencontre d'Ahmed Ben Allal, que Faria Alhamdi a rencontré pendant ce portrait. On se retrouve juste après. Niché sur les hauteurs de la wilaya de Tipaza, Koléa se distingue par son calme, sa richesse historique et son atmosphère empreinte de spiritualité. Très vieille ville, c'est une ville qui date d'à peu près le XVIe siècle, qui a été en quelque sorte fondée par Sidi Ali Mbarak et puis par des Andalous qui avaient été chassés d'Espagne. C'est une ville andalouse et aussi ottomane, puisque les Ottomans, sont venus en 1580 ici. Enfin, oui, c'est ça, ils ne sont pas venus. Ils ont aidé à Sidi Ali Mbarak à devenir le saint de la ville. Il y avait des chanteurs de Corée qui sont très connus. Il y avait le Hajj Mohamed Borah, il chantait Sidi Ali Mbarak. Le texte à Ouid Ben Smaïl, Nahra Sakir al-Qoli'a. Ces ruelles anciennes, ces mosquées et ces zawiyas témoignent d'un héritage transmis de génération en génération.
Mebarak Ben Allel nous accueille dans sa belle demeure mauresque à Koléa, un lieu chargé de charme et de sérénité où l'architecture traditionnelle le dialogue avec l'histoire et la mémoire. C'est un beau livre, comme on dit, sur Sidi Ali Mbarak. Et c'est le titre, c'est Sidi Ali Mbarak, Imam Salah, le guide des vertueux. Voilà. Et puis c'est le dernier opus que j'ai fait. Il y en a 2 autres avant. Sur la famille toujours, vous avez la tête dans un sac de cuir. Voilà. C'est la mort la vie de Mohamed Ben Allel, Sidi Mbarak, mort au combat contre les Français le 11 novembre 1843. Et puis il y en a un autre, ça s'appelle Premier combat, c'est de Hajj Mahidine Sghir, qui était l'oncle de Ben Allel, qui a mené les premiers combats contre l'occupation française. L'auteur se livre avec simplicité, évoquant son parcours, son attachement aux valeurs humaines et la place essentielle qu'occupe l'écriture dans sa vie. Avec son ouvrage Sidi Ali Mbarak, le guide des vertueux, l'écrivain propose une lecture à la fois spirituelle et éthique. C'est une maison qui a une âme, qui a profondément une âme. C'est-à-dire que... et puis je suis attaché à cette maison parce que j'y suis né. Je suis né ici, comme les célèbres, les illustres ancêtres que j'ai eus, à commencer par Ben Allel, le shahid qui a combattu la France à partir de 1837. J'ai une histoire d'amour avec les livres, oui, bien sûr, parce que, bon, c'est une zaouia, donc c'est un lieu de culture ici. Et moi, j'ai été élevé par mon grand-père qui est là, et qui était un homme de culture, un grand homme de culture. Et j'ai été élevé donc par ce grand-père-là, qui m'a appris ce qu'était qu'un livre, dans la tradition de la zaouia, parce que la zaouia, c'est quoi? La zaouia, c'est l'apprentissage du Coran, d'abord, et toute la culture qui va avec. Chaque recoin dévoile son secret. Chaque pas dans ce lieu est une initiation à la découverte, à l'écoute et à la contemplation. C'est une mosquée qui a été construite vers 1610, par le saint fondateur de la Zawiya, 1610 donc, et qui a connu, deux tremblements de terre importants. Vous avez une plaque d'ailleurs à l'entrée de la mosquée où Mustapha Pacha parle de son passage ici à Koléa pour reconstruire la mosquée en 1803. Prenez votre temps. Laissez vos yeux s'habituer à la lumière et à la sérénité des lieux. Koléa vaut bien le détour. Voilà, très belle balade que nous a proposée Farial Hamdi en compagnie d'Ahmed Ben Allel. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'artisanat. Et ça va être un peu particulier puisque nous allons parler d'accessoires en textile, de la personnalisation, customisation et de décoration en compagnie de notre invité. Il s'agit de Zina Mdahi. Bonjour Zina. Bonjour. Marhaba. Bonne année, meilleurs vœux. Paraît-il, nous avons tout le mois de janvier pour souhaiter les... Ah oui, vrai bonne année, oui. Que l'âme est prête. Oui. Ça va Zina? Vous allez bien? Alhamdulillah. Alors Zina, vous êtes plus dans le textile, décoration textile, c'est ça? Oui, Alors oui, expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Alors, on propose, enfin Ziria Créa propose des accessoires textiles, tout ce qui est sacs, porte-monnaie, des pochettes.
On fait aussi des ensembles de cuisine. Vous les fabriquez vous-même ou... Oui, bien sûr, tout est fait main. D'accord. Oui, je travaille avec ma mère. On Allah fait tout. يبارك, Allah Oui. يبارك. D'accord. Oui. Voilà, et on personnalise tous nos articles avec de la broderie fait main aussi. Et voilà, on fait aussi de la décoration, des tambourins brodés, des plantes, par exemple des cactus, ou voilà, de la décoration. D'accord, Oui. d'accord, de la décoration. Donc, ce sont des motifs que vous proposez vous-même, ce sont des motifs qui sont commandés, ça se passe comment? Ben, on peut les créer nous-mêmes et les clients peuvent nous donner ce qu'ils veulent. On peut personnaliser tout ce qu'ils veulent. Par exemple, des prénoms, voilà. Là, on est en train de voir justement vos créations. Je ne sais Oui. pas si vous pouvez nous le commenter, nous expliquer ce que c'est. Alors ça, c'est un cadre, c'est un chat fabriqué en point de croix, Ghrzat al-Ahsab. Ghrzat al-Ahsab, Oui, d'accord. précisément. Oui, voilà. C'est poétique, Ghrzat al-Ahsab, ça existe toujours? Oui, j'ai commencé par ça justement. D'accord. Oui. D'accord, ma c'est vrai tante que qui m'a appris. c'est une pratique qui se fait de plus en plus rare. Ah, oui, oui, c'est vrai. Ghrzat al-Ahsab, on n'entendait que le trousseau de la mariée, n'est-ce pas? Oui. On Voilà. n'entendait que ça. Ah oui, voilà. Donc on voit bien le. Et ça, c'était mon premier ouvrage. D'accord. Et Ah ça, oui. il date de? On va dire en 2020. Oui. Ah d'accord, c'est récent. C'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Oui. Donc vous avez choisi un petit peu tout ce qui est manuel. Voilà. Et là, nous sommes aussi en train de voir. Ça, c'est un porte-carte en tissu, porte-carte magnétique. En D'accord. tissu. Oui. Vous le fabriquez vous-même? Oui, oui, moi-même. Avec ma mère, bien Oui, sûr. oui. Oui. Moi-même, avec une machine à coudre toute simple. Oui, voilà. Donc c'est des patrons que vous faites vous-même, que vous Oui, modelez vous-même. on s'inspire aussi d'Internet. Oui, c'est normal, il y a toujours de l'inspiration. bien Et Ça, c'est pour la cuisine, c'est des porte-rouleaux. Pour le papier d'accord. film, le sopalin, le papier aluminium. Ah, Petite d'accord. vache. Oui. Ok. Ça, c'est très sympathique. Je ne sais pas pourquoi j'y avais pensé à quelque chose comme porte-couche pour les bébés. Ah, Ou je sais pas pourquoi on fait j'y ça avais pensé. aussi. Donc, vous faites ça aussi. Oui, Eh bien ben sûr, on voilà. fait de la laiterie Parce que là, pour ça bébé. m'avait rappelé ça. Donc, finalement, c'est large ce que vous proposez. Oui, comme, bien sûr, on comme propose vraiment des articles variés, différents. D'accord. Et là, qu'est-ce que nous avons? Et ça, c'est un tambourin Souvenir. brodé. J'appelle ça des polaroderies. Des polaroderies, parce que D'accord. c'est de la broderie et j'accroche aussi des photos, des polaroïdes. D'accord. Voilà. Pour des souvenirs. Pour les souvenirs, oui. Ah, ça, c'est un très, Oui. très beau concept. Ça, c'est Donc, notre ça change article finalement fétiche, je ça dirais. change finalement du cadre classique. Oui, N'est-ce pas, exactement. à Oui, accrocher, ça attire vraiment beaucoup de personnes. D'accord. Par contre, c'est la première fois que je vois un concept pareil. Oui. Voilà. Donc, Voilà. et ça, ce sont quand même des choses auxquelles les personnes s'intéressent. Oui, bien sûr. Même On des sort un petit peu de étrangers, l'ordinaire. oui, On sort un petit peu de l'ordinaire. hein. oui, bien sûr. Et après, le fameux tablier de cuisine, nous sommes aux portes de Ramadan. Oui, on est dans le thème. Oui, dans le thème. Donc, et là, j'imagine qu'il y a tout le trousseau qui va avec. Hein. Oui, bien sûr, des gants, des maniques, des petits chapeaux pour porter Oui. les marmites. Les marmites, oui. donc tout va avec. On fait tout ce qui passe par la tête des clients, on peut le faire. On s'inspire beaucoup de l'application Pinterest. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Oui. oui. Vraiment... Alors, c'est vraiment la banque de toutes les Si idées. j'appuie sur... La banque de toutes les idées. J'imagine que finalement, nous avons tous quelque part cette application. Oui. Voilà, ne serait-ce que pour avoir des idées, ne serait-ce que pour voir un peu des idées justement qui sortent de l'ordinaire. Voilà, exactement. Voilà. Très bien. Alors, parlez-nous un peu de votre intérêt pour ce travail, le déclic, il a commencé comment? Alors, tout a commencé en période de confinement. J'avais beaucoup de temps libre et ma mère m'a un peu encouragée à l'utiliser de manière créative. Voilà, Et donc, rentable surtout. Oui, justement. Et donc voilà, ça m'a tout de suite plu, j'ai accroché et l'aventure a commencé. L'aventure a commencé, donc juste après, j'imagine, vous avez participé à plusieurs événements, Oui, des expositions. Oui. D'accord, ça se passe comment? Très bien, on a commencé avec, on a été invité par une association, Seboul Khair, que je remercie fortement. Et voilà, on a été chanceux de participer à pas mal d'expositions dans des endroits publics, dans des centres commerciaux, dans des écoles même. Voilà.
Alors, est-ce que vous pensez, par exemple, à vous ouvrir à la formation, aux ateliers? Parce qu'aujourd'hui, la transmission, nous en avons vraiment besoin. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je compte faire ça, puisque déjà je suis dans un secteur de, comment dire, Enseignement. dans une école, oui, dans l'enseignement, dans les écoles privées, donc Avec les enfants? Oui, avec les enfants. Je prévois de leur faire des petites activités de broderie, voilà. Oui, les enfants, c'est la meilleure patte. Déjà, leur inculquer la dextérité des mains. Voilà. Et puis là, c'est très sympa. Oui, ça, c'est des converses brodées, personnalisées. Oui. Alors là, je sais que c'est très prisé. Hein. Là, c'est très prisé, que ce soit avec de la broderie ou de la peinture. Donc, on achète généralement des baskets comme ça, toutes unies. Oui. N'est-ce pas? Et on demande une personnalisation particulière. Voilà, oui. Donc, c'est ce que vous faites. C'est ce que je fais. Et finalement, vous touchez à tout. Oui, je touche à tout. On touche à tout. Voilà, oui. Il ne faut pas qu'on oublie la maman. Ah hein. oui, bien sûr. C'est quand même grâce à maman que vous êtes là aujourd'hui. Oui, on est très sollicité aussi par maman aujourd'hui. La famille. Alhamdoulilah, on est très. Donc c'est la famille qui encourage? Oui, très, oui. D'accord, alors vous faites beaucoup d'expositions, vous êtes en contact direct avec les clients, n'est-ce pas? Oui. Donc les clientes particulièrement. Et ça se passe comment? Donc leur retour, parce que là, vous proposez quand même des choses comme les... Vous avez appelé comment ça? Polaroderie. Polaroderie, voilà. Comme les polaroderies, par exemple, ça, personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Donc, qu'en est-il un petit peu du retour de vos clientes? On reçoit un retour très positif et on est très contente. Ils sont très attirés par cette originalité et voilà, même des étrangers. Et surtout, ils veulent acheter pour les offrir, puisque c'est original, donc ça change un petit peu des cadeaux qu'on voit très souvent. Voilà. Et donc, vous n'avez pas eu une formation particulière, donc c'est juste maman Oui, vraiment, j'ai commencé toute seule. Je me suis perfectionnée toute seule. Et... Ça, c'est un peu un message à tous les gens qui nous regardent. Ah oui. N'est-ce pas? Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut profiter un petit peu du temps libre. Vous avez, là, vous m'avez dit que vous allez commencer à faire des ateliers et des formations, mais vous avez déjà eu une expérience avec des ateliers? Non. Non, pas encore. Non, pas encore. Ouais. Pas encore. Et voilà, vous les voyez comment, vos ateliers? Je suis une personne très organisée, très patiente. Oui, très patiente. Il faut beaucoup de patience aussi. Hein. Il faut beaucoup de patience. Hein. Oui, après, vous êtes l'ahsab, à elle seule, c'est des nerfs solides qu'il faut avoir. Ah oui, c'est vrai. Des nerfs solides, des yeux. Des fois, quand je suis énervée, j'arrête tout et je mets de côté parce que ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Et parfois, ça calme. Hein. Oui. Ah oui, c'est une thérapie même. Voilà, parfois, c'est le contraire. C'est quand on est énervé qu'on va vers sa passion. J'ai commencé à pratiquer un petit peu le crochet, à faire du crochet et c'est vraiment une thérapie. C'est même par les médecins. Oui. Et c'est vrai, c'est très recommandé. Tout ce qui est travaux manuels, hein, d'une manière générale. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un tambourin brodé c'était pour ma petite cousine, Thaïs. Allah yibarak. Pour sa naissance. Allah yibarak. Voilà. Oui, un petit cadre. Personnalisé. Personnalisé, c'était un cadeau. Et tout est fait main? Tout est fait main. Ça vous prend combien de temps? Ça dépend des articles. Comme par exemple ce tambourin, il peut me prendre, si je prends tout mon temps, jusqu'à peut-être 3 jours. Ah, quand même. Oui, mais je travaille peut-être 2 heures par jour. Voilà. Donc si je travaille toute la journée, je peux le finir. Oui. Bon, mais après, il faut avoir le temps de travailler toute la journée, n'est-ce pas? Avec les préparations des cours, avec la journée quand même assez costaud qu'on passe, particulièrement avec les enfants. Oui. Voilà. Et donc, vous comptez commencer quand vos ateliers? La transmission est très importante. Hein. Oui. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Inch'Allah. Inch'Allah, des projets en vue? Oui. Peut-être un petit magasin tout mignon. Le faire ouvrir, oui. Voilà. Inch'Allah, prochaine exposition?
Prochaine exposition, peut-être, enfin, Inaïr est passé, je sais pas, peut-être Bon, pendant les vacances. on est en plein festivité, Oui. pendant les vacances. Oui, pendant les vacances. Inch'Allah. En tout cas, Zina, on vous souhaite une très très belle continuation. Merci. Merci beaucoup. Bravo à vous. Grand bonjour à votre maman, hein, qui Oui. nous regarde, j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà, en tout cas, grand bonjour à votre maman aussi, qui vous soutient, qui vous accompagne justement dans votre passion. En tout cas, Zina, merci beaucoup. Très très belle continuation Merci. à vous. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller à la rencontre d'un couple, Fatima et Sidi Ali Mezouane. Et c'est Samia Bouarour qui les a rencontrés pour nous dans ce portrait. On se retrouve juste après. Fatima Mezouane travaille en ville. Une fois arrivée chez elle au village Ait Yacoub, à l'Arbana Thirathen, elle se déconnecte de tout. Elle enfile ses bottes, direction son petit paradis, Fif Hirs ou Djnan, où elle cultive ses fruits et légumes 100% naturels, en s'appuyant sur des pratiques ancestrales et des principes de jardinage écologique, pas de chimie, et pour un accès à des produits sains, enrichissant l'agroécologie en Algérie et valorisant le patrimoine végétal kabyle. Je suis fonctionnaire et le jardinage est ma plus grande passion. Je cultive toutes sortes de légumes. Acités, pommes de terre, courgettes, haricots verts, persil, l'ail. Tout ce que je peux, je le cultive. La pomme de terre, l'oignon, le chichar, le persil, le carafoz, l'ail, تغدي وث القرنينة, الخرشف, تاقع, أي نمو زمرة, خدمة أي نمو زمرة. Pour ce qui est du potager, c'est-à-dire bio et tout ce qui s'ensuit, bon, en premier lieu, c'est grâce à ma femme. Moi, j'aime bien travailler, mais je manque de volonté. Mais 90%, c'est ma femme qui fait tout. Donc, elle m'encourage. Je fais même moi, mais en parallèle, il y a du travail pour hommes et femmes. Moi, ce qui est le greffage, l'olivier, les arbres fruitiers, le plan, planter des arbres, c'est mon domaine. Même elle, c'est la même chose. Mais autre chose, la pomme de terre, bon, je donne un coup de main. Mais maintenant que je suis en retraite, je savoure tout. Tout ce que je fais par plaisir. Le calme, l'air pur, la verdure et la terre fertile, ce couple n'achète presque rien. C'est par saison, par exemple, le piment, la tomate, l'été ou j'achète rien. L'aubergine, la courgette, on n'achète rien. Cette parcelle verte a été touchée par les incendies. Elle appartenait autrefois à la belle-mère de Fatima. Grâce à ses efforts et les efforts de son époux Sidi Ali, ce potager bio connaît de jours meilleurs. Ici, ils mangent ce que la terre leur donne. Des fruits et légumes aux plantes aromatiques, tout est frais. Ici, on n'utilise pas d'engrais industriels. Produits chimiques, zéro. Produits chimiques, zéro. C'est de l'engrais naturel. On le ramène. On avait des boutons, et tout ce qui s'en suit. Bon, on a quelques petites quantités, mais on ramène d'ailleurs. Mais engrais naturel. Donc, c'est par saison. La saison de la tomate, c'est la tomate. Donc, tomate, haricots, piments, et ainsi de suite. Donc, tout l'été, c'est du produit naturel. Et, c'est-à-dire, bon, la pomme de terre, il y a l'oignon. Le plan, il est produit ici, grâce à ma femme. C'est elle qui fait tout. On rentre du travail,
elle pose son sac derrière la porte, elle descend. Le potager est sacré chez ces familles, ça se transmet de génération en génération. De la terre à l'assiette, un savoir-faire que cette famille adopte pour une alimentation saine, mais pas que. C'est un hommage aussi aux femmes et aux hommes qui ont toujours travaillé la terre. Je vois ma mère à travers elle. Et ça me fait chaud, ça me fait chaud au cœur. Alhamdulillah. Et c'est-à-dire, j'aimerais bien que tout ce qui... Si quelqu'un possède une petite parcelle de terrain, qu'il fasse ça. Rarement d'utiliser les gants. C'est rare où je mets mes gants. J'aime le contact avec la terre. Nous avons trouvé nos mamans faire ça. Nous préservons à notre tour cette tradition et j'appelle tout le monde à retourner à la terre. Malgré son activité professionnelle, Fatima s'adonne chaque jour à sa passion, une thérapie pour elle, loin du stress de la ville. C'est la dame à la main verte par excellence. Et de retour sur le plateau, c'était donc un couple. Il s'agit donc de Fatima et Seyda Ali Mezouane que Samia Bouharo a rencontré pour nous. Donc un couple qui a choisi de planter leurs propres légumes, leurs propres herbes, de manger donc du 100% naturel de leur propre terre. Et cette fois-ci, donc nous allons aller du côté de Saïda Baïda ou le Machina Radia. Yak, Yak Samira. Et nous allons en parler Zerouil, je tiens. Et ben voilà, c'est du Sha'ar Malhoun, effectivement. Et donc nous allons en parler, vous auriez compris, en compagnie de notre amie Samira, et ce sera juste après cela. Cheikh Mohamed Zerouil, Malhoun. Et je Khadounia l'a chanté. Enfin, et après, c'est une chanson. Et après, c'est une chanson qui me fait trop rappeler ma grand-mère, la rahmaha aussi alayha. Qui aimait beaucoup Rémiti, j'imagine. Beaucoup, oui, énormément. Énormément. Ça fait partie du patrimoine algérien. Effectivement. Et le rail, puisqu'elles sont la Rémiti est l'une des porteuses de ce courant musical. C'est patrimoine mondial. Oui. Depuis déjà 2 ou 3 ans. Voilà, mais nous on va Saïda pas pour le rail. Pas pour le rail, effectivement, mais pour toute son histoire, finalement, qui remonte à très loin, déjà de la préhistoire, n'est-ce pas? Depuis la préhistoire, depuis les temps les plus reculés. C'est à 6 heures de route d'Alger, à peu près 450 km, un peu moins à vol d'oiseau, mais c'est une ville qui est magnifique, qui a une longue histoire. Depuis la préhistoire, c'est une ville qui a été dans le nom, elle s'appelle Saïda parce que c'est l'émir Abdelkader. L'heureuse. Oui, l'heureuse. C'est lui parce que quand il a fallu, à un moment, il a dû se replier vers cet endroit qui était un point de passage, ce qu'on appelait un lieu de stockage, des matmourats en fait. Voilà. Il y a construit des remparts, un petit palais de style mauresque, c'était vers 1835. Et tout ça a été détruit par Bugeaud, et ses troupes quand ils sont arrivés en 1841. Il a construit au-dessus ce qui est devenu le vieux Saïda, le colonial, à l'exemple de l'hôpital. On appelait ça le camp militaire La Redoute. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire aux Algériens, allez à Saïda parce qu'il y a de très belles choses à découvrir. Il y a entre autres le site romain Timsouin qui s'appelle Lucu, enfin Timsouin Mata, et Lucu en romain. Lucu, ça veut dire quoi? Ça veut dire bosquet. Ça peut être bois sacré aussi, mais bosquet, ça rappelle que la région était très luxuriante. On dit de Saïda, d'abord il y a la source d'eau qui est très connue, l'eau minérale qu'on consomme, que tous les Algériens connaissent. D'ailleurs, c'est une eau tellement connue, tellement nous avons grandi avec, qu'on a tendance à associer Saïda à toutes les eaux minérales. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Pour l'eau minérale, on dit Saïda pour toutes les marques, exactement. Et des marques, il y en a. Et il y en a parce qu'il y a des sources. Et c'est aussi, il y a une Srona, c'est au sud de Saïda, du chef-lieu, où il y a la zone Ramsar, mais tout autour aussi. Classée.
Oui, bien sûr, zone Ramsar depuis plusieurs années déjà. Donc il y a de la faune, de la flore. Et tout autour, il y a un aménagement fait par la wilaya donc parc de loisirs, un zoo, enfin il y a plein de choses, des lieux de restauration, des lieux où on peut faire des pique-niques. Saïda est connue pour ses forêts, elle est connue aussi parce qu'elle a des cascades, des petites et des grandes. Les grandes, à Géripost, on a fait un temple, c'est Tifrit, le lieu du nom de la montagne aussi. Donc c'est très très beau. On le voit, le timbre, non pas encore. Il y a les cascades, il y a des lieux où faire des pique-niques, de la randonnée. Il y a... Donc on avait parlé du site. Alors le site romain, pour revenir, celui de Lucu, c'est une cité en fait. C'est une ville où il y a des thermes, des petites et des grandes thermes, donc toujours reliés à l'eau. Il y a toute une structure, c'est très joli à voir, hein. Même comme ça en ruine, c'est pas mal. On y a découvert de la poterie, de la céramique, des pièces, beaucoup de pièces de monnaie. Et tout ça, pour ce qui n'a pas été emporté à l'étranger, en France, se trouve au musée Ahmed Zabana d'Oran. Et il y a aussi les stèles votives, mais peut-être ce qu'on voit là tout de suite, ce sont les fantasias. La fantasia, voilà. Oui. Donc c'est un art, c'est une tradition très connue dans la région. On peut s'imaginer que l'émir Abdelkader déjà à l'époque avait une passion, une grande passion pour les chevaux, et c'est connu déjà dans la région. Donc dans toutes les tribus, le cheval avait sa place et son importance. On le retrouve même dans les gravures rupestres, hein, pour te dire. Donc le cheval et puis l'art de la fabrication d'aisselles, c'est quelque chose je veux dire, traditionnel à Saïda. Ils ont la vannerie aussi. Ils tissent aussi un burnos, mais pas le même burnos qu'à Djelfa. Un djellaba, je ne sais pas comment on appelle ça. Un djellaba avec des fils de soie aussi. Voilà, on va le voir. Donc c'est un art qui se conserve, c'est un artisanat qui se conserve et qui se transmet. Ce sont les hommes qui le font, hein, de père en fils, en tout cas c'est ancré dans toute la région. Voilà, donc la broderie aussi, les femmes sont connues pour la broderie, donc aller à la rencontre des artisans de la ville de Saïda quand on va visiter ces sites en fait. Voilà. Et ce que tu me disais aussi, Samira, il y a quelques milliers d'années, 50 000 ans environ, tu me disais, par rapport aux forêts. Oui, l'homme de Saïda en fait. Alors les forêts, 50 000 ans aussi, 15 000 ans pour l'homme de Saïda. On n'est pas loin de Mascara, hein. Par exemple, le site, le Q se trouve à 12 km au nord-ouest de Saïda, et il est sur la route de Ala Meliere. Ala Meliere, c'est Mascara. Et à Mascara, on a le site, le gisement. Le Termif. Exactement, c'est ça. Donc déjà à Mascara, à Saïda, dans les grottes, on a retrouvé il y a des gravures rupestres, bien sûr. On est dans l'Atlas saharien. Ça fait partie des stations de l'Atlas saharien. Donc dans les grottes, notamment de Tifrit. Tifrit, on a des gravures, et on a eu la preuve que l'homme a habité, le chasseur, cueilleur a habité ces grottes, l'homme de Saïda, voilà. Donc c'est une région qui est connue, donc gravures rupestres, alors des objets qui ont été retrouvés, qu'on peut visiter au musée de Zabana. Exactement, plus des reliefs, enfin il y a plein de choses au musée de Zabana qui rappellent toute l'histoire, depuis la préhistoire de Saïda. Voilà. Nous avons vu justement le travail des selles. Oui. Mais un travail majestueux. Hein. Très beau. C'est très beau, c'est très fin. C'est très fin, effectivement. Voilà, il n'y a pas que à Saïda, mais c'est quelque chose de très présent à Saïda, puisqu'ils font cette fantasia en fait régulièrement. Tout le monde vient. Il y a une espèce de représentation. Il y a même, je veux dire, l'utilisation de fusils, comme ça se faisait il y a des centaines d'années. Et ça continue à le faire. Par rapport au monument que nous sommes en train de voir en ce moment, il s'agit de quoi exactement? C'est lui, c'est Lucu. D'accord. Ça veut dire bois sacré, c'est Mata Timzuin, c'est dans la commune de Youb, c'est à 12 km de Saïda. C'est les vestiges de tout ce qui a été le camp militaire sous Septime Sévère. C'est entre le 2e et le 4e siècle de notre ère. Et
Ben, comment on appelle ça? Saïda Ayoub a fait partie des limes, en fait, des frontières. On est dans la Mauritanie de Tingitan et donc ça raconte le lieu de passage. C'est aussi un castellum, hein, donc une défensive. C'est les routes, c'est les voies romaines en fait, voilà. Et c'est toujours militaire en fait. C'est toujours une défensive. On a surtout partout en Algérie. Hein, partout en Algérie, parce que ça reste quand même un pays qui a de tout temps attiré les convoitises. Toujours des conquêtes, des convoitises. Ils ont connu le passage des Vandales, mais ils ont aussi connu. Voilà, on le voit, le timbre des cascades. Voilà, le timbre-poste qui a été fait en 2017 par Algérie Post pour mettre en lieu. Algérie Post contribue à faire rayonner le tourisme, la culture, l'histoire, et depuis la préhistoire de l'Algérie. C'est important. Je trouve que Saïda mérite le détour. Elle est sur un axe, que ce soit... Alors, elle est entourée de Beyad, elle est entourée de Sidi Bel Abbès, elle est entourée de Mascara, elle est pas très loin d'Oran. On rappelle que Mascara, c'était le premier beylek de l'Ouest avant que ça soit transféré à Oran. Et l'émir Abdelkader a mené elle a fait partie de la Smala de l'émir Abdelkader. Et on sait qu'un émir Abdelkader a mené une résistance farouche pendant 17 années et qu'il y a eu énormément de batailles qu'il a remportées contre le colonisateur français, voilà, contre Buchot et tous les généraux qui sont venus pour coloniser l'Algérie. Voilà, il y a eu beaucoup de destruction de ce qu'il y avait avant l'arrivée, avant le colonial, avant 1841, puisque c'est en 1841 que les troupes de Buchot arrivent et qui détruisent à peu près tout ce qui avait été fait par l'émir Abdelkader dans la région. Voilà. Une autre manière, une autre stratégie, encore une fois, pour détruire l'histoire, l'identité. Oui, toujours. Toujours l'effacement, toujours l'expropriation, toujours le déplacement des populations, toujours. C'est ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Ce que vivent les Palestiniens, c'est la même chose. L'histoire se répète. Destruction de tout ce qui est culturel, identitaire, et un remplacement au fur et à mesure. Donc colonial et malgré nous, hein, il y a des choses qui sont restées inscrites dans le vocabulaire, dans les angles, dans tout ce qui a été traité par rapport au patrimoine. Là, on espère qu'à partir de cette année, ce ne sera plus le cas. Il y aura des changements. Enfin, ils travaillent, hein, il y a des efforts qui sont faits depuis des années pour l'améliorer, pour ce changement et surtout préservation. Pour l'algérianisation de tout ce qui est algérien. Et après, préservation aussi, il y a un travail colossal qui se fait de la part du ministère de la Culture. Hein, nous, on espère déjà que le patrimoine qui se balade dans le monde entier, le patrimoine algérien, revienne en Algérie, voilà. Dans nos musées, sur notre terre. Donc allez visiter Saïda, il y a plein de choses, de la préhistoire à nos jours, il y a plein de choses, il y a plein de la ville déjà, aller à la rencontre des Algériens et puis connaître son patrimoine, faire on a vu aller aux cascades, il y a plein de choses à faire, voilà, et surtout respecter le patrimoine. Et puis c'est très intéressant parce que ça reste quand même sur le plan géographique, la position géographique de Saïda avec toutes les autres wilayas limitrophes, donc ça reste très intéressant de faire un petit voyage et visiter les autres à l'ouest, donc déjà le biot de Sidi Chir, Sidi Bel Abbès, il y a beaucoup de vestiges à voir. Pour moi, c'est le meilleur chemin pour aller à Tarit. Quand on part d'Alger pour aller à Tarit ou à Bchar, c'est le chemin qu'on prend on va jusqu'à Tlemcen et de Tlemcen on descend. C'est la route pour moi, c'est pas très loin. Je crois que c'est 11-12 heures de route. Jusqu'à Bchar. Oui, jusqu'à Bchar. 11-12 heures de route, mais on prend beaucoup de plaisir. On peut s'arrêter. On prend beaucoup de plaisir. Exactement, à découvrir. C'est l'ouest, en fait, algérien. Voilà. Jusqu'au sud. Jusqu'au sud. Et les gravures qu'il y a à Saïda font partie des gravures, les premières gravures qu'on a découvertes en Algérie, c'est le sud oranais. Quand on dit sud oranais, c'est pas le sud de Ouaran, mais c'est toute la région de l'ouest qui descend. Et ce sont les premières gravures, les premières stations qui ont été découvertes. Toutes n'ont pas été découvertes, et c'est les plus anciennes. Voilà. Donc c'est bien avant la découverte du Tassili Nadjer, du Séphar, de tout ce qu'il y a vers le sud en fait, le sud et l'extrême sud.
Très belle région, très belle route. Autant aller visiter Saïda. En plus, il fait bon en ce moment. Il fait bon. Le climat en ce moment s'y prête. Froid. Il fait froid, oui. Il fait froid. Il neige. Après, je n'ai pas regardé. oui. Il ne nous a pas dit la même chose. Mais après, en été, il fait très très chaud. Hein, donc autant profiter durant cette période. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Samira, pour cette belle balade, pour cette belle découverte donc, de la ville de Saïda, l'heureuse. L'heureuse. N'est-ce pas? Et voilà. puis, oui, l'image de l'émir Abdelkader présente dans tout l'ouest algérien. Donc, voilà, c'est la première chose qu'on reconnaît, alors que c'est une très bonne chose, mais il y a aussi de la préhistoire, des gravures rupestres et tout. Voilà. Donc finalement, nous avons toute l'histoire, hein, donc de la préhistoire jusqu'au jour d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Samira, pour cette belle balade. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de l'une des associations de musique andalouse, l'une des premières, le Mousselia. Donc l'une des premières qui fait d'ailleurs un travail magnifique pour la transmission, la sauvegarde de ce patrimoine musical algérien. C'est Faria Hamdi qui s'y intéresse dans ce reportage. On se retrouve pour la dernière station de cette matinée. Il est 19h. Rendez-vous au siège de l'association Al-Mousselia. Des musiciens de tout âge perpétue la musique andalouse, un héritage riche d'Espagne et d'Afrique du Nord, à travers des associations comme l'association Al-Mousselia, qui forment des talents. L'association, c'est une association qui a été créée officiellement en 1930. Et plus précisément, le travail de ces gens qui ont créé cette association a commencé depuis 1927. Depuis cette date, l'association n'a pas cessé de faire son devoir et de faire passer ce message, ce patrimoine de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 95 ans qu'on va, Inch'Allah, fêter le mois de janvier prochain. Tout le monde se prépare pour le Festival de la musique andalouse qui aura lieu le 11 décembre prochain. Cette musique ancestrale, transmise oralement, est bien vivante et attire de nouvelles générations, curieuses de leurs racines culturelles. كنت نجي مع وحده حبيبتي جارتنا بلوتو كنت نجي معاها هكذا طون طون نسمع هذاك تما شويه خدمت لي في راسي je me suis dit pourquoi pas je me suis inscrite je me rappelle je me suis inscrite et j'ai commencé mes cours le premier professeur c'était Missoun Allah yarhamou je suis restée quand même assez longtemps معاه ومن بعدك حبطنا plutôt طلعنا لا دومي سوبيريور باسكو ما كانوش بزاف لي كلاس كانوا لي كلاس مي حنا كنا شويه كبار اون اي اون فامي شوفي هنايا سي نو فخير اي سور ما كاش زعما بور نو تربينا كيف كبرنا كيف هذا الاخر اللي ما عنده 50 سنه هنايا هاد لي جون اللي لحقوا ديرنييرمون عندهم كمان بلوس دو 10 ans ولا 15 ans اون اي اون فامي. De nombreux professeurs auront transmis et appris ce patrimoine aux élèves. La transmission orale est une dynamique complexe où chaque élève est continuellement amené à être professeur pour ses collègues. J'avais commencé la musique au conservatoire avant d'intégrer l'association. Donc j'avais 5-6 ans qui traite le conservatoire. Et donc j'ai été formé là-bas. Mbad, j'ai rejoint l'association en 2013-2014. Et donc j'y suis depuis cette date-là. Donc je suis passé d'abord de la classe moyenne, M. Mohamed Ben Deba. Et donc après quelques années, j'ai intégré la classe supérieure, Cheikh Nasser Ben Abdelkader. Et donc maintenant on est avec Cheikh Mahmoud Hajali. Et depuis 2 ans, donc j'enseigne aussi. Donc j'ai une classe à l'association, donc t'as les enfants. Donc c'est à plein temps. Donc c'est un peu maintenant la transmission et puis apprendre et transmettre en même temps. On dit que la musique adoucit les mœurs. Ceux qui font partie d'une famille de musiciens en sont convaincus. On a rencontré cette famille où chacun apprend à jouer d'un instrument, un langage et une manière d'être qui se propage avec passion.
J'ai intégré l'association en 2009. Ce sont mes parents qui m'ont inscrit, qui m'ont poussé à commencer la musique. J'ai commencé d'abord chez Tata Rachida, qui était notre professeur à l'époque, à la classe d'initiation. J'ai enchaîné par la suite chez Mohamed, notre professeur, donc Monsieur Bendiba. Et j'y suis restée plusieurs années chez lui. Et enfin, j'ai fini par intégrer la classe supérieure en 2020. Alors j'ai commencé très tôt, en 74, j'avais 8 ans, avec ma sœur aînée. Et on n'habite pas loin du quartier, on est l'Arbi Ben Mhidi, donc on est pratiquement à côté. Et donc on a commencé très jeune et on a apprécié parce qu'il y avait une certaine atmosphère. C'était très convivial. Il y avait de grands maîtres qui venaient ici. Et donc il y avait une certaine atmosphère et on l'a apprécié. C'était très, très familial et très culturel. Moi, je suis donc le papa et le mari de Zohor. Et moi, ça a débuté بالقصايد تاع Sidi Abdelrahman. Mon père était قصاد Sidi Abdelrahman. Et donc, c'est la musique andalouse, qu'on le veuille ou non. Et ensuite, j'étais élève في الجمعية en 69. Je suis parmi les plus anciens. Je suis resté quelques années, mais j'étais toujours très proche de l'association. Et là, il y a eu Talibia, il y a eu. On s'est rencontrés avec mon épouse, toujours dans le domaine de la musique andalouse. Et quand il y a eu ma fille qui est venue en 2010, je repris sérieusement. Je l'accompagnais, donc j'étais tout le temps à Mjamaya, à Nasser Allah Yahmou. Et là, on m'avait proposé à l'époque d'être un coup de main quand il y a les soirées, quand il y a les prestations de l'association, de faire un petit peu attention au passage des solistes et tout. Alors, malgré moi, je me suis retrouvé, comme je suis resté mélomane, et l'atmosphère y est pour apprendre les morceaux. Donc, même si je n'ai pas d'instrument, parce que ça me force à faire très attention lors de leur passage sur scène. De ces associations sont nées quelques-unes des plus belles voix de la musique algérienne qui constituent la nouvelle génération d'artistes. Voilà, c'était un gros plan sur l'association El Mousselia que Faria El Hamdi a réalisé il y a quelques temps de cela. Donc on a voulu repartager avec vous ces images en hommage à cette association, l'une des plus anciennes, l'une des premières associations qui fait un travail magnifique pour la préservation justement de notre patrimoine musical algérien. Parlons toujours de musique, de chansons, parmi nous un jeune, donc passionné par la musique, passionné par la chanson, qui écrit ses propres paroles, qui compose ses propres musiques. Il s'agit donc de Mouloud Kell. Mouloud, bonjour, marhaba bik. Merci. Ça va Mouloud? Ça va. Labès? Alhamdulillah. Alors Mouloud, ce qui paraît, البارح كنت في الساكريكور درت حالة. درت تاع soirée تاع خلوي تاع. Paraît-il. Ouais, paraît-il. Ouais. C'est vrai, ça s'est bien passé? C'est bien passé, bien sûr. Yatek Saha. Alors Mouloud, on sait que vous avez une histoire très longue avec la musique et avec la guitare, n'est-ce pas? Alors parlez-nous un petit peu de votre histoire avec la guitare. L'histoire avec la guitare comme l'histoire avec la musique. Parce que la musique حاجة ما تخلصش. ما تخلصش, c'est vrai. في l'histoire تاعي مع الموسيقى ما تخلصش. إن شاء الله. تسمى منين نبدا وين تبدا نعرفوا, وين تحبس ما تحبسش. ما تحبسش. Voilà. Très belle continuation, Inch'Allah. Donc depuis que vous étiez tout petit, hein, finalement, depuis l'âge de 9 ans, vous avez découvert cette belle passion. Ouais. Il y a découvert. Il y a découvert. C'est vrai, hein? C'est vrai, que l'instrument, هو اللي يخير. C'est ça. Donc c'est la guitare qui vous a choisi, c'est pas vous qui a choisi. كنت مريح في الدار نقرا كي شاد كتابات حتى لقيت جيتاره في الدار شديتها بديت نخنتج ما قدرتش نتعلمها ما كانوش كاين لي ريزو سوسيو ولا وين نتعلم لا جيتار ابري كسرت شويه راسي فيها وكيف في الجيتار بديت ناكوردي بالاكورداج شتي لا سونا تاع تليفون سي لا غام لا
وكي بديت ناكوردي في لاكاملا وليت ناكوردي كاع لي كورد. داكور. من بعد بديت نتعلم لي زاكور، بديت نخطف نسمع الموسيقى، نسيت نتعلم. Voilà, en bas, vous avez développé l'oreille musicale. من بعد بديت نلعب بلوز. بلوز باسكو كنت نسمع بزاف مع الشيخ بابا الله يرحمه. الله يرحمه. نسمع البلوز في البوست، وكنت نسمع لي سولو، بديت نلعب لي سولو. بعد بديت نكبر شويه، زدت بيرسيت شويه، رحت سولفاج، قريت. Donc d'être une association, après l'association, l'institut ou la... Institut National Supérieur de Musique. D'accord. سحتوا هذا هنايا. D'accord, très bien. Et après vous avez constitué votre groupe. درت جروب تاعي جروبي بلوز. من بعد الجروبي بلوز هذا كل واحد وين راح، كاين اللي فواياجا، كاين اللي تزوج، ومن بعد دوكا راني لعقوا بالك. لعقوا بالينا كاع ان شاء الله. دوكا راه عند دوكا انا الجروب سما انا اللي نلعب سولو، انا اللي نغني، انا مازالني مكمل فيه. D'accord, mais sinon, Mouloud, donc vous avez appris la musique, mais aujourd'hui vous écrivez vos propres paroles, vous composez vos propres musiques, n'est-ce pas? موسيقتي واللحن تاعي لي بارول. Et aujourd'hui vous êtes venu justement avec une nouvelle composition. Ah bien sûr. Ça vous dit de la partager avec nous en exclusivité? Bien sûr. Merci avec beaucoup. plaisir. تفضل. تفضلك. قابلتني الموجة وبغاتني نعوم، كان صحراوي مالي النوم، كيما تزول الشدة وتزول الهموم، غدوة تطلعش نسيت نحيل غيوم، هالموجة أنا تاني دوك صعيب ومقواني، هالموجة أنا تاني دوك صعيب ومقواني، ها ريحك شمالي وانا واقف وحداني، ها ريحك شمالي وانا واقف وحداني. قابلتني الموجة وبغاتني نعوم، كان صحراوي مالي النوم، كيما تزول الشدة وتزول الهموم، غدوة تطلعش نسيت محيل غيوم، هالموجة على بالي دوك صعيب ومقواني، هالموجة على تاي دوك صعيب ومقواني، ها ريحك شمالي وانا واقف وحداني، ها ريحك شمالي وانا واقف وحداني. Magnifique, يعطيك الصحة, vraiment très 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 magnifique. Merci beaucoup. Très joli à إن شاء الله يكونوا écouter, يستحلوا بها اليوم يسمعوا. Ah, certainement, certainement. De beaux matins comme ça, ça je vous l'assure. Mais sinon, Mouloud, vous pensez à enregistrer, à faire des albums, Inch'Allah, à l'avenir? Bien sûr, يعني نخمم باش نبدا إن شاء الله نسجل في الاستديو، باسكو لي بارول واجدين، الموسيقى واجده، لي سولو واجدين، كلش واجد. On appelle au producteur. بروديكتور وين راك؟ انا نحوس عليك. هاي البروديكتور وين راك؟ هاي البروديكتور. فوالا جا البروديكتور. Voilà, Inch'Allah, en tout cas, on vous souhaite une belle continuation. Donc, s'il y a des producteurs qui nous entendent ce matin, vous avez vu, très belle interprétation, justement. Mais sinon, Mouloud, il y a certainement des artistes, des chanteurs qui vous parlent, qui vous inspirent. كاين بزاف دي زارتيست اللي تنسبيراو مني وانا نتنسبيرا منهم، وتوجور كنريح مع دي زارتيست نلعب جيتار، شغل ما نبداوش نحكيو، شغل نلعبو ديريكت موسيقى. On dirait c'est une langue la musique. C'est une langue universelle, n'est-ce pas? في ستيل، في لي سولو، في كومبانيمون. سي الموسيقى شغل كيما رانا نحكيو لونغ. ريحت مع دي زارتيست شغل ما شغل كيما انا مريحين نكومونيكيو غير موسيقى وكومبانيمون سولو، وكاين شغل فيلين، كاين لاتو، شغل كاين انسبيراسيون، شغل هو تنسبيرا مني وانا نتنسبيرا منه. Mais sinon, des chanteurs, des musiciens de l'ancienne génération qui vous ont marqué? كاين كيما بسيماح.
ريحت معاه تلاقيته صدفه وي وعطاني واحد التكنيك واحد الانسبيراسيون. وكاين ثاني جمال عروسي ثاني تلاقيت معاه. داكور جمال عروسي قال لي كونتيني ما تحبسش، لعب شغل انسبيري يخدم ما تحبسش في لا ميوزيك وموسيقى انا ساعدتني Après في Jamal حياتي. Arossi, c'est vrai qu'avec la guitare, c'est autre chose. انسبيراني في البلوز ثاني Oui. الله يصحه بالغلوس لابا. Voilà. Mais sinon, je sais que vous êtes très inspiré par Dahman El-Harachi aussi. دحم الحراشي ثاني شعبي وي. Mhm. دحم الحراشي يا بوكو في بلادنا يا بزاف دي زارتيست ما يموتوش. ما يموتوش وي سي دو فري لي جون. دائما الموسيقى تاعهم تقرينا تعلمنا ورانا مازلنا نديكوفريو باسكو قلت لك حاجه الموسيقى ما تخلصش شغل حنا نخلصوا الموسيقى ما تخلصش. صح صح سي فري. عامل كي لي غران ارتيست الله يرحمهم ويسع عليهم الله ينوزون يرحمهم. كيتي لا ميوزيك تاعهم مازالها تبع فينا مازالنا نسمعوها مازالنا prend toujours le même plaisir Toujours. à écouter ces musiques. Alors vous composez mais vous faites aussi des reprises. Des reprises notamment aussi. تاع Dahman El-Harachi. تاع دحم الحراشي. Allez, c'est la régie qui vous demande Dahman El-Harachi. راه bien insisté. أنا غنى فنو خلاه كي تسمع ما تنساش كلام عزيز وعلاه كان معنا يا ناسي الحق العجل وداه الله يرحم الحراشي غنى فنو خلاه كي تسمع ما تنساش كلام عزيز وعلاه كان معنا يا ناسي الحق العجل وداه الله يرحم الحراشي الله يرحم ذاك الشاعر خلاه كلام وبيان كل ما نشوفو نتفكر وتسيل دمعة العيان يا كلامو صحيح يعبر على هموم هذا الزمان راسو على المليح يدبر هذا كلامي ميزان الله يرحم من رباه ياك يحبوه الغاشي تمنيت نكون معاه في خلوة وما تنساشي تمنيت نكون معاه في خلوة وما تنساشي غنى فنو خلاه كي تسمع ما تنساشي كلام عزيز وعلاه كان معانا يا ناسي الحب العجل وداه الله يرحم الحراشي الله يرحم ذاك الشاعر خلاه كلام وبيان كل ما نشوفو نتفكر وتسيل دمعة العيان يا كلامو صحيح يعبر على هموم هذا الزمان راسو على المليح يدبر هذا كلامي ميزان الله يرحم من رباه ياك يحبوه الغاشي تمنيت نكون معاه في خلوة وما تنساشي تمنيت نكون معاه في خلوة وما تنساشي الله يرحم ذاك الشاعر خلى كلام وبيان كل ما نشوفو نتفكر وتسيل دمعة العيان يا كلامو صحيح يعبر على هموم هذا الزمان راسو على المليح يدبر هذا كلامو ميزان يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي وشحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال ما تدري علاش قلبك تحزن وعلاش هكذاك الزوالي ما يدوم الايام ولا يدوم صغرك وصغري Magnifique, vraiment, يعطيك الصحة يعطيك الصحة. Ça c'était une reprise de Kamal Harachi, c'est ça? Ouais, de Kamal Harachi. Voilà, qui chantait pour son papa, Allah yarhamou wa Allah yarhamou. Après, très très belle transition vers la chanson légendaire, hein, Ya Raïh, qui a été chantée un peu partout dans le monde. Le monde كاع غناها. Le monde غناها, le monde كامل دار une reprise. ريبريز باسكو فيها خدمة في السولو في الكلمات في الأوركستر تاع الشعبي تاعنا. صافي بليزير والله لو موند شغل كي توشى بموسيقتنا هذاك وصح. Ah oui, c'est sûr. C'est vrai que la musique Tana, elle a bien voyagé. Hein. Elle a très très bien voyagé. Inch'Allah, elle continue à voyager à travers vous, à travers tout le travail que vous faites. En tout cas, vous êtes venu de Djelfa? De Djelfa. C'est ça? De Djelfa.
Il fait froid hein, en ce moment. برد -5 كاش ثلج كاين ثلج كاين ثلج تسمى خليتها اون بيل روب بلانش وي راك جاي ديريكتومون من جلفه ولا كنت هنا في الجي جاي من جلفه ديريكتومون كان كي كنت عندي 2 جور ملي جيت كي كنت في الجلفه الثلج خليتها البرد دوكا ما على باليش البرد والثلج en tout cas c'est très très jolie ville hein. J'ai eu l'occasion de la visiter il y a 2008 Ça remonte à très loin. يبارك فيك الله يسلمك. En tout cas, c'était une très très belle visite que j'avais faite et ça m'avait bien marqué. Ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup Mouloud d'avoir été parmi nous ce matin. Mouloud, on vous souhaite une très belle continuation. Inch'Allah, la prochaine fois qu'il te dit Inch'Allah, tous les blas le banc تاعك. Inch'Allah, oui. En exclusivité le canal Algérie. Ah, bien sûr. Inch'Allah. Marhaba bik Mouloud. En tout cas, ça a été un plaisir. Très très belle continuation Inch'Allah. Alors, on va terminer en votre compagnie. Notre morceau, notre reprise, Groupe Day cette fois-ci. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mouloud. Voilà, vous pouvez jouer. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir pour moi de vous avoir accompagné dans cette matinée. Je vous souhaite une très agréable journée à vous. Couvrez-vous, surtout faites très attention si vous prenez les routes en ce moment. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir. خفت لنسيت نراه خفت لنسيت نراه وطلع صورته من بالي يا خاطري تمناه ويجي جلاس قضالي يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح وقلبي مجروح ديت لي الغزالة البعيد وقلبي مجروح ديت لي الغزالة البعيد يا بابور النار حرمتني مالك حلات الجفار يا بابور النار حرمتني مالك حلات الجفار يا الزين المسرار يا الزين المسرار يا الزين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد